Bienvenue à celles et ceux qui sont, en ligne. Merci d'être avec nous pour cet apéro labo du jour. Thérapie génique des maladies rares aux maladies fréquentes, où en est-on? Moi, c'est Delphine, je travaille à la FM des Téléthon depuis, très longtemps maintenant, plus de 20 ans. Je vais vous accompagner ce soir pour être la modératrice de cet apéro labo et je vais passer la main ensuite à Serge et Juliette qui vont l'animer sur cette thématique. Voilà, je vais vous rappeler les petites consignes qu'on va essayer de suivre pour que ça soit agréable pour tout le monde. Je vais vous demander de couper votre caméra et votre micro pendant le déroulé de l'apéro labo pour qu'on ait bien le son et qu'il n'y ait pas de gêne à ce niveau-là. On fera la partie questions-réponses à la fin. Je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre vos questions dans le fil de la conversation. Comme ça, on sait, on a une prise de note de vos questions. On y reviendra à la fin. Et puis, pour que ça soit plus sympathique, on vous propose au moment où je vous donnerai la parole, je vous annoncerai et je vous propose de brancher votre caméra et votre micro à ce moment-là pour reposer votre question et que ça soit plus vivant. Voilà. Donc là, on est 8. Et puis bah voilà, je pense qu'on peut commencer. J'accepterai les gens qui éventuellement, les personnes qui vont nous rejoindre en cours de route, je les ferai rentrer, je les ferai passer la salle d'attente, elles nous rejoindront directement. Voilà. En tout cas, sachez pour les personnes qui nous ont rejoints que l'apéro labo donc est enregistré, voilà, qu'il y aura le replay ensuite en ligne dans la foulée. Enfin, à partir de demain, je pense. Voilà. Donc la parole à Serge. Merci Serge. Merci Delphine. Bonsoir à tout le monde. Alors, on a prévu 2 interventions qui ne vont pas durer très longtemps, hein. L'objectif, c'est aussi de permettre la discussion. Chacun va aborder 2 sujets complémentaires et j'ai l'honneur de commencer. Si la diapo veut bien défiler. Voilà. Alors, juste pour expliquer au fond, qu'est-ce que c'est que les maladies rares et pourquoi il existe des maladies rares. Alors vous avez ici un chromosome, au microscope à balayage. Le chromosome, c'est en fait, un filament d'ADN qui est pelotonné un peu comme une pelote de laine. L'ADN, c'est une molécule. Alors vous avez tous, entendu parler de l'ADN, mais au fond, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une échelle torsadée, un peu comme ce que vous voyez ici, qui est faite d'un enchaînement de barreaux. Et en fait, elle est beaucoup plus longue que ce qu'on voit sur cette animation. Elle fait 2 mètres de long. C'est quelque chose qui est extrêmement fin, des milliers de fois plus fin qu'un fil de soie. Et du coup, on ne peut pas voir l'ADN à l'œil nu. Hem, c'est contenu dans chacune de nos cellules. Nous-mêmes, nous sommes faits de milliers, de milliards de cellules. Elles-mêmes sont très petites, on ne les voit pas à l'œil nu. C'est centièmes, ou dixièmes de quelques centièmes de millimètre, donc extrêmement petit. Et donc, à l'intérieur de ces cellules se trouve l'ADN. Et l'ADN, c'est le support de l'information génétique, c'est le support de notre code génétique. Nos gènes se trouvent sur l'ADN. Au fond, ces 4 barreaux, ils sont différents. Il y en a 4 différents qui doivent s'enchaîner de manière très précise. Et si je les écris sous forme de lettres, on les symbolise par des lettres, ces barreaux ATGC, la succession de ces lettres forme l'ADN. Et pour donner une idée de la complexité de ce que représente l'ADN, je prends l'exemple du code pénal. Dans le code pénal, il y a aussi des lettres, hein, elles sont très petites et elles s'enchaînent les unes à la suite des autres. Il y en a 1 200 000. Dans un volume du code pénal, il y a 1 200 000 lettres. Maintenant, notre code génétique, cet enchaînement de lettres, en fait cet enchaînement de barreaux, il y en a combien? Il y en a beaucoup, 6,4 milliards, 2 fois 3,2 milliards de bases ou de lettres. Et ça, c'est notre code génétique. Dans chacune de nos cellules, il y a l'équivalent d'une bibliothèque entière
des milliers de volumes, l'équivalent de volume du code pénal. Alors, j'aimerais bien que la diapo défile. Voilà. En fait, c'est 5300 volumes du code pénal. Et donc, il faut imaginer que dans chacune de nos cellules, il y a l'équivalent de 5300 volumes du code pénal. Et à chaque fois qu'une cellule se divise, alors ça représente une cellule, elle va se diviser pour donner 2 cellules. Notre première cellule, c'est l'œuf, hein, le spermatozoïde et l'ovule forment la première cellule. La cellule va se diviser en 2, puis en 4, puis en 8, etc., pour donner des milliers de milliards de cellules qui forment un individu. À chaque fois, il va falloir recopier l'ADN à l'identique. Autrement dit, il faut recopier l'équivalent de 5300 volumes du code pénal sans faire la moindre faute d'orthographe. Chaque lettre doit être à sa place. Il ne faut pas oublier un volume, il ne faut pas oublier une page, il ne faut pas oublier une lettre, ou il ne faut pas des lettres en trop. Et donc forcément, si on est amené à recopier tout ça, on va faire des erreurs, et la nature fait des erreurs. En fait, nous sommes tous des variants. Ça, c'est un terme que vous avez dû entendre avec le virus Covid, qui mute, dont le code génétique change régulièrement. Ben, notre code génétique, il change aussi. Et donc, on a plein de variants dans notre génome, plein de différences, ce qui fait que nous sommes tous un petit peu différents les uns des autres, plus ou moins grands, la peau plus ou moins foncée, plein de caractéristiques qui nous distinguent les uns des autres. Mais tout ça est tout à fait normal. Quand ces variants, quand ces différences génétiques touchent une zone de l'ADN qui n'est pas déterminante, ça ne pose pas de problème. Mais quand ça touche des zones qui sont importantes, ça peut provoquer une maladie. Une lettre qui n'est pas à sa place peut provoquer une maladie génétique. Et en fait, nous sommes tous porteurs de dizaines d'anomalies génétiques. Nous sommes tous porteurs de dizaines de mutations, de variants, qui sont susceptibles de provoquer une maladie génétique ou une maladie rare. Tous, chacun d'entre nous. Et sur 4-5 générations, dans toutes les familles, ça va arriver. Et je dois même dire, c'est arrivé dans ma famille il y a quelques années. Et quand on m'a posé la question, j'ai dit, mais ça veut dire qu'on avait ce gène dans la famille? J'ai dit, mais tout le monde est porteur. Je passe mon temps à l'expliquer. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas dans ma propre famille. Les maladies rares, il y en a beaucoup. Les maladies rares, dont 80% sont génétiques, elles sont très nombreuses. On pense qu'il y en a au moins 8000 et on ne les connaît pas encore toutes. Et ça représente 3 millions de personnes en France, 350 millions de personnes dans le monde. Au fond, ce n'est pas si rare que ça. C'est mis bout à bout que ça fait effectivement du monde. Elles sont sévères. La moitié d'entre elles sont malheureusement mortelles et 2/3 touchent les enfants. Et quand elles ne sont pas mortelles, elles sont souvent incapacitantes. Elles peuvent provoquer des handicaps. Ça, c'est les maladies rares. C'est la 3e cause de mortalité dans le monde. On meurt davantage de maladies rares que du diabète et des maladies infectieuses réunies. Donc, vous voyez, le Covid à côté, c'est peanuts. C'est 1/3 des décès chez les enfants. Et c'est pour ça que le Téléthon existe et c'est pour ça qu'il faut des chercheurs pour comprendre ces maladies et puis imaginer des traitements. Alors, pourquoi les maladies rares, modèles pour les maladies fréquentes? En fait, le premier qui a imaginé ça, c'est un Anglais au XVIIe siècle qui avait eu cette intuition. Il s'appelle William Harvey, c'est lui qui a découvert la circulation sanguine et qui l'a mise en évidence. Et il expliquait que jamais la nature ne se dévoile autant que lorsqu'elle s'éloigne des sentiers battus. De même, n'y a-t-il pas de meilleur moyen de faire progresser la médecine que d'étudier les maladies les plus rares afin de percer à jour les lois de la nature? En fait, l'étude des maladies rares permet de comprendre beaucoup de choses. Et c'est un peu logique. Quand on veut comprendre, par exemple, comment fonctionne un moteur, on va démonter le moteur pièce par pièce et on va comprendre à quoi servent chaque pièce. Et en biologie, c'est un peu la même chose. On a une fonction biologique qui est reliée à un gène, et quand ce gène ne fonctionne pas, il va renseigner sur cette fonction biologique. On apprend énormément de choses par l'étude des maladies rares. Un exemple,
C'est une maladie qui s'appelle la maladie des enfants lunes, plus scientifiquement le Xeroderma pigmentosum. Ce sont des enfants qui ne peuvent supporter le moindre rayon ultraviolet. Les ultraviolets, c'est la lumière du jour. Il y a des ultraviolets dans la lumière du jour. Ça agresse notre peau et ça peut provoquer des anomalies dans notre ADN. Mais heureusement, on est protégé contre ça parce que notre ADN se répare grâce à des mécanismes qui sont portés par des gènes. Et on s'est rendu compte de ça en étudiant cette maladie. Ces enfants ont des mutations dans des gènes dont vous voyez des noms, là, XPA, XPG. Ce sont des gènes de réparation de l'ADN et on a compris, grâce à l'étude de cette maladie, qu'il existait des mécanismes de réparation de l'ADN et que ces gènes jouaient un rôle clé dans ce mécanisme, un mécanisme fondamental. Et dans cette maladie, ces enfants développent des cancers de la peau parce que les rayons ultraviolets vont engendrer des anomalies qui ne seront pas réparées au niveau de la peau. Et ça a amené à comprendre certains mécanismes qui conduisent à des cancers en étudiant cette maladie. Un autre exemple, ce sont les statines. Les statines, ce sont des médicaments qui font baisser le cholestérol. C'est le médicament le plus vendu dans le monde parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont du cholestérol. Mais ces médicaments ont été découverts grâce à l'étude d'une maladie rare qui s'appelle l'hypercholestérolémie familiale. Là, c'est un excès de cholestérol qui est dû à un défaut génétique, ce n'est pas lié à l'alimentation, c'est un défaut génétique. Et ce défaut génétique, il affecte une protéine particulière à la surface de nos cellules, en particulier de nos cellules musculaires, qui est un récepteur, c'est une clé d'entrée pour le cholestérol. Normalement, le cholestérol du sang, il doit rentrer dans les tissus parce qu'on a besoin de cholestérol pour fonctionner. Mais comme ce cholestérol ne rentre pas dans ces cellules parce qu'il y a un défaut dans ces clés d'entrée qu'on appelle le récepteur des LDL, peu importe, ben, ce cholestérol, il va stagner dans le sang, il va s'accumuler dans le sang et ça va poser beaucoup de problèmes. Et en étudiant tout ceci, on a pu démontrer qu'avec certaines molécules, on pouvait faire en sorte que ces récepteurs pouvaient être en plus grande quantité et faire rentrer le cholestérol du sang dans les tissus. Et ça a donné lieu aux statines, médicament le plus vendu au monde. Et s'il n'y avait pas eu ce travail sur les hypercholestérolémies familiales, il n'y aurait jamais eu les statines. Un autre exemple, c'est la progéria. Alors la progéria, c'est très rare. Ça concerne, il y a 2 cas en France actuellement. Vous voyez un petit enfant âgé de 10 mois qui a l'air tout à fait bien, petit bébé bien joufflu, et le voici à l'âge de 14 ans. En fait, dans cette maladie, on observe un vieillissement accéléré, un vieillissement prématuré. Ces enfants font tous les mécanismes du vieillissement. Ils ont la peau qui se flétrit, ils font du cholestérol, ils vont faire des AVC, ils vont faire des infarctus, ils vont mourir de vieillissement vers 14-15 ans. Et on a commencé à élucider le mécanisme responsable de la progéria. C'est en fait l'accumulation dans notre organisme d'une protéine particulière sous une forme toxique qui s'accumule dans les cellules, dont les cellules n'arrivent pas à se débarrasser. Mais on s'est rendu compte que ce même mécanisme était à l'œuvre pour chacun d'entre nous de manière beaucoup plus lente que chez ces enfants, mais inexorable. Petit à petit, on accumule cette protéine toxique dans notre organisme et on vieillit. Et ça, grâce à l'étude de la progéria, on a élucidé des mécanismes qui sont en jeu dans le vieillissement, qui nous concernent donc absolument tous. Et il se trouve qu'il y a maintenant des médicaments pour la progéria et d'autres qui vont venir, qui bloquent ce mécanisme d'accumulation de protéines toxiques. Et c'est en train d'être utilisé par les enfants progéria, mais on peut évidemment immédiatement imaginer que, pourquoi pas, ces médicaments-là, on pourrait tous les prendre, peut-être pour mieux vieillir, pour vieillir peut-être plus lentement, mais en tout cas pour mieux vieillir. Et évidemment, ça nous concerne absolument tous. Un autre exemple, alors cette diapo, elle est un peu compliquée et en plus elle est en anglais, mais c'est juste pour expliquer une chose.
dans une forme de myopathie des ceintures particulière qui s'appelle la myopathie des ceintures 1F. C'est une myopathie qui touche certains muscles, des muscles de la ceinture scapulaire et pelvienne, donc ces muscles-là qui sont en noir sur cette image. Eh bien, on s'est rendu compte que les malades atteints de cette myopathie particulière ne développaient jamais le sida. Ils étaient résistants au virus du sida. Et là, on s'est rendu compte, grâce à la découverte du gène responsable de cette maladie, de cette myopathie, ce gène, en fait, c'est un transporteur. Alors, ce que vous voyez schématisé ici, c'est une cellule, et ça c'est un virus. Vous voyez, le HIV, il est là. Le HIV, il rentre dans la cellule, et ensuite, il doit aller dans le noyau de la cellule, là où il y a l'ADN dans lequel il va intégrer le virus, son matériel génétique. Pour rentrer dans le noyau de la cellule, il a besoin d'un transporteur. Ce transporteur, il est là, il va capter le génome du virus HIV et il va le transporter dans le noyau. Eh bien, c'est ce transporteur qui a été identifié grâce à cette myopathie, parce qu'en fait, les malades atteints de cette myopathie ont une mutation dans le gène qui permet de fabriquer le transporteur dans les cellules. Et comme ce transporteur ne fonctionne pas, ben, le virus, il n'arrive pas à s'y accrocher et à rentrer dans le noyau. Et ça donne des idées à certaines équipes de recherche pour mettre au point des molécules qui vont empêcher la liaison du virus au transporteur chez tout à chacun. Et ça permettrait de mettre au point de nouveaux médicaments contre le virus du sida, en faisant en sorte que les personnes qui seraient infectées par le virus deviennent résistantes au virus, tout simplement grâce à des médicaments qui bloqueraient le transporteur de ce virus et qui a été identifié grâce à cette myopathie. Donc, vous voyez que les recherches, souvent, elles se communiquent entre pathologies. On apprend beaucoup de choses d'une maladie qui peuvent servir à d'autres maladies. Et les maladies rares sont une source extraordinaire d'innovation. Alors, ça permet aussi de valider des thérapeutiques nouvelles, par exemple la thérapie génique. Ça, c'est assez logique. Quand on a une maladie génétique, il y a un gène qui ne fonctionne pas bien, un morceau d'ADN qui n'est pas fonctionnel. Ben, l'idée, c'est de venir d'apporter le gène sain, une version saine du gène, donc un morceau d'ADN qui fonctionne au cœur des cellules. C'est le moteur qui ne fonctionne pas, il y a un écrou qui ne fonctionne pas bien. On va balancer un écrou correct dans le moteur en espérant que le moteur va fonctionner. Ça, c'est le principe de la thérapie génique. Mais pour apporter des gènes dans les cellules, ben, il faut des transporteurs, mais ça, on va en parler après. Et donc, cette thérapie génique, les premiers résultats positifs de la thérapie génique, ils ont été obtenus dans des maladies rares. C'est la maladie des bébés bulles, c'est des enfants dont le système immunitaire ne fonctionne pas bien. Vous reconnaissez peut-être ce monsieur, c'est le professeur Alain Fischer, le monsieur vaccin aujourd'hui. Alain Fischer, c'est un pionnier de la thérapie génique et il a été le premier à montrer qu'on pouvait guérir des enfants, mais véritablement guérir des enfants grâce à la thérapie génique. Mais je ne vais pas vous détailler comment ça fonctionne, hein, mais il a mis au point une stratégie qui permet de délivrer dans les globules blancs de ces enfants, parce que dans cette maladie, c'est les globules blancs qui ne fonctionnent pas bien, le gène sain, et ces enfants mènent une vie normale. Les premiers maintenant sont devenus des adultes. Et grâce à ces preuves de concept, on a ainsi pu sortir les premiers médicaments de thérapie génique pour les immunodéficiences, les formes des bulles, mais aussi une maladie du cerveau, l'adrénoleucodystrophie. Ce que vous voyez ici à droite, c'est de l'imagerie de cerveau d'une personne malade, d'un jeune garçon atteint d'adrénoleucodystrophie. C'est le cerveau qui dégénère parce que il y a cette mutation génétique particulière. Et la dégénérescence du cerveau, vous la visualisez par imagerie, c'est des taches blanches qui s'agrandissent et qui envahissent le cerveau. Et à gauche, c'est le cerveau d'un patient, d'un enfant qui a été traité par thérapie génique. Et on voit qu'un an après, 16 mois après,
2 ans après, voire même 30 mois après, ben on voit que ça n'a pas du tout évolué. La maladie a été stoppée par cette thérapie génique et c'est devenu récemment un médicament autorisé par les agences de santé en Europe et aux États-Unis pour traiter l'adrénoleukodystrophie. Mais on peut aussi imaginer que ces stratégies thérapeutiques peuvent servir à d'autres maladies. On peut traiter d'autres maladies du cerveau, y compris des maladies non génétiques. On peut aussi traiter des cancers. La même technique qui a été développée pour les bébés bulles, elle est actuellement utilisée dans certaines immunothérapies des cancers pour armer les cellules des malades contre les tumeurs. On les arme génétiquement avec les mêmes transporteurs pour délivrer les gènes que ce qui a été développé pour les bébés bulles. Et puis, je vais pratiquement terminer là-dessus en évoquant un autre nom que vous connaissez maintenant, c'est l'ARN. On peut vacciner contre le coronavirus. Les premiers vaccins contre le coronavirus, c'est des vaccins à ARN. L'ARN, c'est aussi une forme d'information génétique. C'est aussi une petite molécule, beaucoup plus petite que l'ADN. Et l'ARN, les vaccins sont sortis en moins de 2 ans. Les premiers vaccins, ça a surpris beaucoup de monde, à tel point qu'on s'est dit que certains disaient que ça allait trop vite. Mais en réalité, c'est parce qu'il existe déjà des médicaments à ARN. Il en existe déjà, il y a 20 ans de recherche sur l'ARN, 20 ans de recherche qui ont abouti à des médicaments qui sont listés ici. C'est des médicaments. Les premiers sont sortis en 1998. Vous voyez, ça date pas d'hier. Et s'il n'y avait pas eu cette recherche en particulier sur les maladies rares dont vous avez des noms ici, eh bien, il n'y aurait pas eu aussi rapidement les vaccins Covid, tout simplement. Voilà, donc par ces quelques exemples, j'ai montré que à partir de recherches sur les maladies rares, non seulement on pouvait comprendre des mécanismes fondamentaux de la vie, mais on pouvait aussi mettre au point des traitements qui pouvaient servir à des maladies beaucoup plus fréquentes. J'ai donné l'exemple de l'adrénoleukodystrophie, les bébés bulles, la progéria. J'aurais pu parler aussi de rétinite pigmentaire, des maladies de l'œil. Il y a des maladies génétiques qui conduisent à la cécité. Et on arrive aujourd'hui à stopper l'évolution de ces rétinites pigmentaires par thérapie génique avec des moyens qui sont maintenant en train d'être exploités aussi pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, etc., etc. Et c'est ma dernière diapo avant que je passe la main. On parle beaucoup de médecine personnalisée. La médecine personnalisée, c'est la médecine de demain. C'est une médecine qui va être adaptée à chaque caractéristique génétique des personnes. Nous sommes, je le disais tout à l'heure, on est très proches les uns des autres, on a le même ADN, mais il y a quand même de subtiles différences dans nos ADN respectifs, ce qui fait que nous sommes tous un peu différents. Mais de ce fait, on répond aussi différemment à un médicament. On peut développer avec plus de risques telle ou telle maladie. Et donc, grâce à l'identification de certains de nos caractères génétiques qui sont propres, on peut mettre au point, on peut adapter le traitement ou même la prévention de certaines maladies. Et ça, c'est un concept qui se développe de plus en plus, mais l'archétype de la médecine personnalisée, c'est la maladie rare. La maladie est rare, c'est presque une médecine personnalisée, et tout ce qui a été développé, y compris dans la prise en charge et dans la manière de gérer tout ça, et les outils qui ont été développés sur les maladies rares, ils vont pouvoir être exploités pour la médecine personnalisée qui est la médecine de demain. Alors voilà, je vais laisser la main maintenant à Juliette qui va enchaîner par d'autres exemples. Voilà. Super. Donc, comme vient de vous expliquer Serge, on a les maladies rares, les maladies fréquentes, on a vu le lien. Et Serge, durant sa présentation, vous a parlé d'outils, et notamment, il a mentionné plusieurs fois les gènes, l'ADN, la thérapie génique. Et je vais développer là-dessus, tout simplement sur la thérapie génique, parce qu'il existe d'autres thérapies, telles que la thérapie cellulaire, par exemple. Mais on va rester concentré sur la thérapie génique. Donc, je me présente, je m'appelle Juliette Lemoine, je suis doctorante dans l'équipe d'Isabelle Richard dans le laboratoire Généton.
Et comme je viens de vous le dire, je vais vous parler de thérapie génique. Donc, thérapie génique, comme ça, à quoi ça peut vous faire penser? Déjà, il y a 2 mots. Donc, le premier mot, thérapie. Puis thérapie, je pense que tout le monde sait ce que c'est, une thérapie, médication, remède, thérapeutique, traitement, donc ça vous parle. C'est plutôt le deuxième mot qui peut poser problème, génique. Alors, génique, qu'est-ce que c'est? Donc, pour vous expliquer ce que c'est, je vais repartir de la base de notre corps, c'est-à-dire la cellule. On peut nous voir, donc Serge l'a dit, on est composé de milliards de cellules, et on peut même nous voir comme une sorte, l'être humain est une sorte de maison, avec plein de briques imbriquées les unes dans les autres, les unes sur les autres, et ces briques, ce seraient les cellules. Donc toutes ces cellules contiennent les mêmes organites, et la cellule est définie comme l'unité biologique structurelle, donc la structure de la maison, hein, rappelez-vous, et fonctionnelle, c'est très important, de tous les êtres vivants. Donc ici dans la cellule, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais Oui. et vous voyez. Donc on voit ici un gros organite qui est tout simplement le noyau. Donc le noyau, vous pouvez voir ça comme le noyau d'une pêche, hein, on ouvre la pêche et on voit un noyau au milieu, au centre, on trouve le noyau, et le noyau de nos cellules renferme l'ADN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, et c'est cet ADN qui va être très important dans la notion de thérapie génique. Donc cet ADN, vous le connaissez sûrement sous forme de chromosomes, on entend beaucoup parler de chromosomes, de nos 23 paires de chromosomes. Ces chromosomes, comme l'a dit Serge tout à l'heure, sont caractéristiques, comme vous pouvez le voir en zoomant, de l'ADN. En fait, la structure de ces chromosomes, c'est de l'ADN condensé sous forme de double hélice d'ADN. Et là où ça nous intéresse, je vous ai dit thérapie génique ADN certes, mais parce que l'ADN porte les gènes. Donc, je vous ai mis un exemple. Ici, par exemple, on pourrait définir, avec l'alphabet dont Serge vous a parlé tout à l'heure, le code pénal, vous voyez les petites lettres. Donc, cette séquence précise de lettres serait un gène qui porte une information génétique. Donc, ça peut être n'importe quel type d'information, par exemple mes cheveux raides ou la couleur de ma peau, mais malheureusement, ça peut aussi être une information au niveau d'une protéine importante pour une fonction. Je vais vous expliquer ça. Ici, si vous êtes perdu, je vous ai remis le schéma. Vous voyez la cellule, le noyau. Dans le noyau, il y a l'ADN, les chromosomes. Et au niveau de l'ADN, on retrouve des séquences qui sont les gènes. Et ces gènes ont une fonction. En fait, ont différentes fonctions, mais la fonction principale, ça va être de coder pour une protéine. Et les protéines, on en retrouve partout dans le corps, et elles ont toutes une fonction particulière. Ça peut être, par exemple, le maintien des muscles. Donc, vous voyez venir thérapie, maintien des muscles, le rapport. Chaque gène va avoir sa fonction, c'est comme une petite usine, et va produire à fond un maximum de protéines. Sauf que parfois, il y a un problème. Le problème, c'est que le gène peut se retrouver à être défectueux, c'est-à-dire qu'il y a une mutation dans notre jargon. Et le problème de ce gène défectueux, c'est que la protéine n'est plus produite. Mais comme je vous ai dit, par exemple, si on prend le cas des protéines qui servent au maintien des muscles, vous vous rendez compte que si on n'a plus cette protéine, ça inclut qu'il n'y a plus de maintien des muscles. Et donc, ce problème au niveau de la fabrication des protéines mène à la maladie génétique, les maladies que Serge vous a citées précédemment. Donc, l'exemple typique de la thérapie génique, c'est de venir apporter une version correcte du gène à la cellule. Donc, comme on vous a dit, vous pouvez voir notre corps comme une sorte de rouage, et il manque un écrou, et on va venir ramener l'écrou au niveau de la cellule et pour pouvoir produire la protéine fonctionnelle. Et il y a une autre possibilité qui serait de venir couper de part et d'autre le gène défectueux, ici en rouge. Donc, vous pouvez imaginer 2 petites paires de ciseaux, hein, ça s'appelle les ciseaux moléculaires, il y a eu un prix Nobel récemment là-dessus. Et ces ciseaux moléculaires vont venir servir à exciser cette partie en rouge qui est mauvaise et qui mène à une production de protéines non fonctionnelles ou pas du tout de protéines. Et il y a 2 solutions. Soit la protéine plus courte mais fonctionnelle est suffisante pour restaurer une fonction partiellement, ce qui est suffisant pour maintenir une qualité de vie au patient. Ou alors on amène, comme on l'a fait précédemment, une version correcte du gène, mais cette fois juste la version qui était mauvaise. On va venir remplacer ce qu'on a coupé par une version correcte afin que notre corps puisse récupérer ce gène et produire la protéine fonctionnelle. Donc dans mon exemple, les protéines qui servent au maintien des muscles. Alors, vous me direz, d'accord, j'ai bien compris, Juliette, on amène de l'ADN aux cellules, très bien. Mais il me semble que de l'ADN, on en retrouve de partout. Hein. J'en retrouve dans ma salade quand je mange le midi, j'en retrouve sur mon cahier. Comment ça se fait que je n'ai pas intégré cet ADN en moi?
Alors, parce que l'ADN ne rentre pas comme ça dans nos cellules. Heureusement, sinon, si j'avais de l'ADN de salade, je serais toute verte ou des choses comme ça. C'est pas possible. Donc, pour éviter ce problème et pour justement amener l'ADN qui nous intéresse, il va falloir ruser. Et pour cela, Serge en a parlé tout à l'heure, on utilise des virus. Et plus exactement, attention, pas des virus, mais des composantes de virus. C'est-à-dire que principalement, et c'est ce qui est fait à Généton, on va utiliser des vecteurs de thérapie génique qu'on appelle vecteurs AAV, adénovirus associés. Donc tout simplement, c'est un virus. On enlève les composantes dangereuses, entre guillemets, pathogènes du virus. Et à l'intérieur du virus, on va venir apporter le gène médicament, donc ce qu'on veut inclure dans la cellule. Le virus ne va pas comprendre et va quand même assurer son rôle de transporteur, comme Serge vous a expliqué tout à l'heure, pour venir rentrer dans la cellule jusqu'au noyau et délivrer l'information génétique. Voilà très brièvement le principe de la thérapie génique et c'est ce qui est appliqué. Et ce qui est important de savoir, à ce jour, sur le marché, il y a 3 médicaments de thérapie génique approuvés, dont le Zolgensma qui a été approuvé il y a quelques années pour une maladie neuromusculaire. Un mot de la fin, Serge? Il faut vite qu'on se dépêche de retourner au laboratoire, hein. Parce qu'il y a plein de travail. Il y a du travail. Il y a plein de travail. Il y a du travail, donc effectivement, pour que ce travail puisse avancer, que vous ayez les moyens d'avancer, effectivement, on compte sur vous qui êtes là ce soir. Vous êtes peut-être donateur, vous êtes peut-être adhérent, vous êtes peut-être bénévole, grand public. Mais voilà, c'est ensemble qu'on a les moyens, et c'est grâce à vous qu'on a les moyens de faire travailler nos experts dans les laboratoires et de trouver ces thérapies. Donc effectivement, on compte sur vous tous pour être là le 2 et 3 décembre prochain, pour ce prochain Téléthon, voilà, et pour avoir les moyens de trouver encore plein d'autres médicaments pour plein d'autres maladies. Voilà. Merci à toutes et tous. Rendez-vous pour le replay qui sera mis en ligne très prochainement. Et à celles et ceux qui le souhaitent, sur le site de la Fête de la Science que ma collègue Laurence a mis dans la conversation, pour ceux qui veulent retrouver les autres apéros labo, les replays, les éditions précédentes et tout plein d'infos. Voilà. Merci à vous. Merci, oui. Merci. Merci Juliette, merci Serge. Et merci à tous les participants. Merci. Bonsoir à tous. Merci à tous. Au revoir.